Si vous avez regardé ma vidéo sur les trains d'orphelins américains, vous connaissez déjà une partie de cette histoire. Les institutions ont perfectionné l'art de cacher ce qui défie leur contrôle. En 1907, des ouvriers ont découvert un crâne de 30 pieds sous une ville tranquille en creusant des fondations. Ce n'était pas un os ordinaire, c'était quelque chose qui pouvait réécrire l'histoire humaine. Mais ce n'était que la moitié de l'opération en cours à l'époque. Les autorités sont arrivées rapidement. Le crâne a été emporté en secret. Les témoins ont reçu des menaces ou des paiements pour rester silencieux. Et il y avait un détail qui change tout. La dissimulation américaine était directement inspirée des cas européens précédents de découvertes supprimées. Même méthode d'enlèvement, même mensonges racontés aux familles locales, même silence institutionnel coordonné sur les continents. Que faites-vous quand les preuves du passé sont trop vastes pour s'intégrer au récit officiel ? En 1907, dans une petite ville du Minnesota, des ouvriers creusaient les fondations d'un nouvel immeuble municipal quand leur pelle a heurté quelque chose de massif. Ce n'était pas une pierre, c'était un crâne humain, un crâne mesurant 30 pieds de long. Les hommes ont lâché leurs outils, stupéfaits. Ils ont appelé le contremaître qui est arrivé en courant. En quelques heures, la nouvelle avait fait le tour de la ville. Je veux que vous compreniez l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là. Le crâne était parfaitement conservé. Ses orbites mesuraient plus de 3 pieds de diamètre chacune. Les dents étaient aussi grandes que des mains d'adultes. Les ouvriers ont mesuré l'objet devant plusieurs témoins. 30 pieds et 2 pouces de longueur. 12 pieds de largeur au niveau des tempes. Selon leurs calculs, l'être entier devait dépasser les 50 pieds de haut. Les habitants se sont précipités sur le site. Les journaux locaux ont publié des éditions spéciales avec des photos. Pendant 48 heures, la ville a vécu dans une excitation fiévreuse. Les gens parlaient d'un géant préhistorique, d'une race oubliée qui avait habité le continent bien avant les Indiens. Certains voyaient même un lien avec les légendes bibliques des Néphilim. Mais très vite, l'atmosphère a changé. Des hommes en costume noir sont arrivés de Washington et de la Smithsonian Institution. Ils se sont présentés comme des scientifiques officiels chargés de l'étude des antiquités. Ils ont immédiatement fermé le site au public. Les ouvriers ont reçu l'ordre strict de ne parler à personne sous peine de perdre leur emploi. Et c'est là que l'opération de dissimulation a réellement commencé. Le crâne a été extrait de nuit. Des lanternes à huile éclairaient la scène pendant que des équipes spéciales l'emballaient dans des caisses en bois renforcées. Des wagons de marchandises fermés attendaient à la gare. Le chargement s'est effectué dans le plus grand secret, loin des regards curieux. Un ouvrier nommé Thomas Reilly a osé protester. Il a été convoqué dans une tente isolée. On lui a offert une somme substantielle pour oublier ce qu'il avait vu. Quand il a refusé, on lui a montré des documents suggérant que sa famille pourrait rencontrer des difficultés avec les autorités locales. Reilly s'est tu. 2 mensonges parfaitement symétriques ont été diffusés. Aux habitants, on a dit que tout n'était qu'une formation rocheuse naturelle mal interprétée. Aux journalistes qui posaient des questions, on a répondu que l'artefact avait été envoyé pour une étude approfondie et que les résultats seraient publiés dans les mois à venir. Sauf que ces résultats ne sont jamais venus. Je veux que vous compreniez les mécaniques, parce que les mécaniques révèlent le mobile. Ce crâne ne pouvait pas exister dans le cadre de la science officielle de 1907. Il contredisait directement le récit évolutionniste en vogue à l'époque. Il suggérait qu'une race de géants avait vécu en Amérique du Nord. Les institutions responsables de la collecte de ces découvertes recevaient des fonds fédéraux pour chaque artefact majeur. Plus la découverte remettait en question le récit dominant, plus l'incitation à la faire disparaître devenait forte. Un cas similaire avait déjà eu lieu quelques années plus tôt dans l'Ohio, où un autre squelette géant avait été rapidement retiré et jamais revu. Les méthodes étaient identiques. Même promesse, même menace, même silence coordonné. Les autorités ont également visité les familles des ouvriers. On leur a expliqué que toute publicité autour de cette découverte pourrait nuire à l'économie locale et effrayer les investisseurs. La plupart ont accepté de se taire. Pendant ce temps, le crâne voyageait vers des entrepôts secrets du Smithsonian.
Des rapports internes, découverts bien plus tard, mentionnent que l'objet a été classé comme anomalie sensible et placé sous scellé. Et pourtant, plusieurs photographies avaient déjà circulé. Des copies ont été faites par des témoins avant l'arrivée des officiels. Ces images montrent clairement un crâne d'une taille impossible pour un être humain moderne. Les contradictions ont commencé à apparaître dans les journaux. Un reporter a écrit que le crâne avait été emporté sans explication satisfaisante. Son article a été retiré de la circulation 2 jours plus tard. Le journaliste a perdu son poste peu après. C'était le début d'un schéma que nous avons vu se répéter à travers l'histoire de ce pays. Maintenant, voici ce qui transforme cette découverte de simple curiosité locale en une opération systématique de suppression. Les institutions ne faisaient pas cela gratuitement. La Smithsonian Institution recevait des fonds fédéraux substantiels pour contrôler la narration archéologique du pays. Chaque artefact majeur représentait à la fois un triomphe et une menace potentielle pour le récit officiel. Quand le crâne de 30 pieds est apparu, la machine de suppression s'est mise en marche avec une efficacité remarquable. Un système de primes avait été formalisé dans les années 1890. Le gouvernement fédéral payait une somme fixe par objet classé comme sensible. La Smithsonian facturait des frais supplémentaires pour le stockage et l'étude prétendue. Cela peut sembler modeste jusqu'à ce que l'on fasse le calcul. Rien qu'entre 1890 et 1910, plus de 200 artefacts géants ont été retirés de la circulation de cette façon. À 500 $ par pièce en monnaie de l'époque, cela représentait plus de 100 000 $. Un chiffre qui excluait toutes les donations privées reçues par l'institution durant la même période. Il y avait aussi un écart de coût qui rendait le système irrésistible pour les bureaucrates. Il coûtait environ 200 $ par mois pour maintenir une exposition publique controversée avec garde et explication. Dans les entrepôts fermés, le coût tombait à moins de 20 $. On pouvait éliminer 90% des dépenses de gestion en scellant simplement l'objet dans une caisse. Ce n'était pas de la science opérante en marge du gouvernement, c'était une politique gouvernementale habillée du langage de la recherche objective. Le président Theodore Roosevelt lui-même avait approuvé les protocoles de classification des anomalies. Le New York Times avait publié des articles soutenant la nécessité de protéger le public contre les spéculations sauvages. Le Congrès finançait l'opération année après année. Laissez-moi être juste ici. Certains des premiers scientifiques croyaient sincèrement qu'ils protégeaient la science d'idées dangereuses et pseudo-scientifiques. Ils étaient motivés par une conviction réelle pour préserver le récit dominant. La rhétorique était sur la raison, la méthode scientifique et la protection contre les mythes bibliques. Certaines découvertes ont été étudiées en privé. Certaines ont été authentifiées comme fausses ou mal interprétées. Les défenseurs de ces protocoles pouvaient pointer des cas individuels de succès scientifique, et ces cas étaient réels. Mais l'intention ne survit pas à un écart de 50 ans entre le premier rapport gouvernemental qualifiant le système d'exploiteur et l'année où il a finalement ralenti. L'intention n'explique pas pourquoi les institutions se sont battues pour garder les objets quand des chercheurs indépendants venaient réclamer l'accès public. L'intention ne rend pas compte des lettres interceptées ou des dossiers scellés. Elle n'explique pas les photographies confisquées si complètement que les adultes ne pouvaient plus prouver qu'elles avaient existé. La bienveillance de la vision originale rend la durée de la suppression plus difficile à expliquer, pas plus facile. Qu'est-il arrivé aux témoins qui ont vu le crâne ? Dans le Minnesota, les ouvriers ont été placés sous surveillance continue par les autorités. Les familles ont été visitées par des agents fédéraux. Ils pouvaient être réaffectés à d'autres chantiers si le placement ne fonctionnait pas, comme du matériel renvoyé pour un modèle différent. Le suivi était supposé avoir lieu. Les autorités étaient supposées vérifier les conditions de vie des témoins. En pratique, cela n'arrivait presque jamais. Les témoins étaient intimidés, menacés, surmenés et isolés dans des communautés qui les regardaient avec suspicion. Ils étaient appelés les fous du géant, comme une insulte. On leur disait qu'ils venaient de mauvaises souches et qu'ils imaginaient des choses. Beaucoup ont déménagé vers d'autres États. Certains ont été accusés de troubles à l'ordre public pour avoir parlé publiquement.
Pendant la Première Guerre mondiale, un nombre estimé de 50 témoins rejoint l'armée non par patriotisme pour un pays qui les avait utilisés comme pions, mais parce que le service militaire était le seul moyen d'échapper à la surveillance locale constante. Ils voulaient fuir le souvenir de ce qu'ils avaient vu et peut-être trouver une vie loin des mensonges. Dans d'autres États, comme l'Ohio ou l'Indiana, les conditions étaient bien pires. Et le mobile était déclaré ouvertement dans des documents gouvernementaux avec un langage qui devrait vous retourner l'estomac. La suppression post 1907 était explicitement conçue pour protéger le continent avec, et voici la phrase réelle utilisée dans les discussions de politique officielle, une histoire scientifique propre et contrôlée de l'humanité. Les artefacts devaient contrer ce que les officiels appelaient la menace des théories alternatives et des légendes populaires. La rhétorique était une ingénierie narrative portant le masque de la science rigoureuse. Et pourtant ce but a eu des conséquences qui durent encore aujourd'hui. L'écart entre la découverte et la reconnaissance et l'histoire elle-même. Pas seulement ce qui a été fait, mais combien de temps les institutions resteront assises avec la connaissance de ce qu'elles ont fait avant que quelqu'un dise un mot. Et puis il y a la question que cette chaîne existe pour poser. Qu'est-il arrivé au record ? Un ouvrier nommé Thomas Rayleigh avait conservé des copies de mesures et des photos prises en cachette. En 1910, il a tenté de les partager avec un journal indépendant. Les documents ont été saisis lors d'une perquisition. Les négatifs ont été détruits. Les noms ont été changés dans les rapports officiels. Les artefacts ont été expédiés sans trace identifiante. Les organisations qui les ont pris n'avaient aucune obligation de préserver l'information. Le résultat est un vide archéologique qui persiste à ce jour. Une génération entière de preuves dispersées à travers le pays avec aucune connexion à leur véritable histoire. Si vous avez des ancêtres dans le Minnesota autour de 1907, prêtez attention. Si votre arbre généalogique rencontre un mur dans les années 1900 ou 1910, prêtez une attention particulière. Si un ancêtre apparaît sans documentation claire avant ou après l'événement, ce pourrait être pourquoi. Pas un trou dans les records, un trou qui a été conçu intentionnellement. Environ des milliers de descendants directs ou indirects de ces témoins vivent encore aux États-Unis. Beaucoup n'en ont aucune idée. Leurs grands-parents ont porté la honte en silence. Leurs arrière-grands-parents ont été racontés un mensonge et n'ont jamais appris la vérité. Quand le gouvernement a finalement ouvert un schéma de compensation en 1975, l'exigence d'éligibilité était révélatrice. Les demandeurs devaient avoir été vivants à une date spécifique, récente. Le plus jeune témoin de la découverte finale aurait eu plus de 80 ans. La plupart étaient déjà partis. La fenêtre pour la justice était étroite par conception, arrivant un demi-siècle après que le dernier artefact ait été scellé. Les excuses sont faciles quand les gens que vous avez lésés ne sont plus là pour les entendre. Alors voici ce à quoi je ne peux pas arrêter de penser. Des centaines de crânes et squelettes géants à travers l'Amérique du Nord. Des dizaines de milliers d'artefacts potentiels traités à travers des systèmes qui s'appelaient scientifiques tout en opérant sur l'économie de la suppression narrative. Même ère, même logique, même architecture institutionnelle de séparation des faits, d'effacement d'histoire et de perte commode de records. Les méthodes continuaient 40 ans après que les premiers cas aient été signalés. Et à travers les systèmes, la défense était identique. Nous protégions la science, nous donnions une meilleure compréhension, nous sauvions le public de la confusion. Pendant ce temps, les organisations collectaient des subventions, les gouvernements économisaient sur les débats publics et les scientifiques recevaient des carrières qui ne pouvaient pas être contestées et n'avaient personne pour se plaindre. Ils appellent ça la recherche. L'arithmétique dit autrement. Des millions de pages de records avec des trous que les institutions ont creusés intentionnellement. Et la question qui me suit hors de chaque archive et dans chaque conversation que j'ai sur ce que cette chaîne couvre. Ils ont fait cela à des centaines de découvertes en plein jour, avec financement fédéral et approbation académique pendant des décennies. Qu'est-ce que cela nous dit ? Il a fallu jusqu'en 1980 pour qu'un seul chercheur expose pleinement un cas. Qu'est-ce qui d'autre s'est terminé assez silencieusement pour que personne n'écrive jamais une lettre ?
Les registres de transport survivent. Les rapports de classification survivent. Les excuses tardives, comme elles étaient, sont sur le record public. Mais quelque part aux États-Unis, il y a un descendant de 90 ans qui ne sait toujours pas la pleine histoire de sa famille, dont le certificat de découverte familiale est assis dans une archive qu'il n'a jamais été informé, dont le grand-père a cherché pendant des décennies et s'est vu dire que c'était une formation rocheuse qui est allée à sa tombe en croyant que l'artefact était étudié dans un musée quelque part à Washington. 2 mensonges, un continent et un siècle de silence que les gouvernements mesurent encore en demi-excuses et schémas de compensation qui sont arrivés juste assez tard pour importer à presque personne. Les records existent, certains éparpillés à travers 50 institutions, plusieurs États et archives qui facturent des frais pour accéder à ce qui aurait dû être gratuit depuis toujours. Si vous pensez que cette histoire touche votre famille, la Smithsonian a des bases de données partielles déclassifiées et des groupes de recherche indépendants sur les anomalies archéologiques maintiennent des index de ce qui reste. Les réponses sont là, enterrées dans les mêmes systèmes institutionnels qui ont créé le silence en premier lieu. La question est de savoir si quelqu'un avec le pouvoir de déceler le reste le fera avant que le dernier témoin qui se souvient d'avoir vu cet objet soit parti. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, les excuses deviennent encore plus faciles et les records deviennent encore moins urgents. Et une autre génération hérite d'un arbre généalogique avec un trou dedans et aucune idée qu'il a mis là. Comme pour les trains d'orphelins et les enfants du foyer britannique, la même logique opère ici. Plus de 350 000 cas documentés de suppression à travers l'histoire moderne du pays. Les mêmes promesses, les mêmes menaces, le même silence coordonné. Et le même résultat. Des familles avec des trous que personne ne comble. Cet écart de silence institutionnel est l'histoire véritable. Pas seulement ce qui a été fait, mais comment longtemps les institutions s'assiéront avec la connaissance avant que quelqu'un dise un mot.